Vendredi 10 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin au Palais des Congrès la cérémonie officielle de lancement de la compétition des plans d'affaires au Niger. Une initiative de la Maison des entreprises pour promouvoir l'entrepreneuriat au Niger. Faisons le point avec Nafissa Zakou et Halidou Bourema. Créé pour le Niger, c'est le thème de cette première édition de la compétition des plans d'affaires CPA, une initiative qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au Niger. L'objectif visé à travers cette compétition est de stimuler l'émergence et l'éclosion d'un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques et innovantes autour de chaînes de valeur à fort potentiel, en vue de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes et plus particulièrement pour les jeunes femmes. C'est donc un mécanisme novateur de par sa dimension nationale, car il a suscité un énorme enthousiasme des jeunes et des femmes, tous promoteurs d'entreprises. Plus de 2200 dossiers ont été reçus à la date de clôture de l'appel à candidature. Ce nombre, qui témoigne de tout l'intérêt que portent à l'entrepreneuriat nos jeunes promoteurs de toutes les régions, se répartit comme suit. Agadez, 236 dossiers. Difa, 425. Dosso, 76. Maradi, 132. Tawa, 82. Tilaberi, 81. Zender, 295. Et Niamey, 905. Après une première phase de sélection, 500 projets d'entreprise seront retenus et suivront une formation en élaboration de plans d'affaires. Après cette phase de formation, 300 promoteurs seront sélectionnés et accompagnés sur une période de 12 mois. Cette compétition de plans d'affaires concerne tout porteur de projets novateurs en création ou en développement, ayant ou non une existence légale et ou en activité dans l'une des 8 régions du pays et dans la diaspora. À cet effet, je tiens à rassurer les candidats et l'opinion sur le choix du membre du jury qui a fait l'objet d'un travail rigoureux. Le représentant de la Banque mondiale, partenaire principal de cette première édition, a quant à lui réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le Niger et les jeunes entrepreneurs nigériens pour le développement du secteur privé. Procédant au discours de lancement de la CPA, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a souligné le rôle que doit jouer l'État dans la création de l'entreprise. L'État a un rôle majeur à jouer dans la création des conditions en vue de la promotion du secteur privé. S'agissant de l'entrepreneuriat des jeunes en particulier, l'État soutiendra les jeunes diplômés pour la création d'entreprises commerciales, encouragera l'entrepreneuriat jeune dans le secteur agropastoral, artisanal et industriel, introduira des normes de production des biens et des services et généralisera la démarche qualité, accréditera des laboratoires d'analyse, de tests et d'essais, certifiera les entreprises et les produits, créera les zones franches, consolidera le programme Doing Business auquel a fait allusion tout à l'heure le représentant de la Banque mondiale et dans le cadre duquel le Niger est un des premiers réformateurs en Afrique au sud du Sahara. Et monsieur le représentant de la Banque mondiale, nous continuerons la réforme pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Les candidats à cette compétition ont eu droit à une présentation sur le processus des plans d'affaires. Chaque candidat retenu aura 20 millions de francs CFA pour monter son projet. Une photo de famille a immortalisé la cérémonie. Une fatia a été dite ce matin pour le repos des âmes des éléments de force de défense et de sécurité tués dans des attaques terroristes au Niger. La cérémonie est organisée par la circonscription militaire de Niamey. C'était dans l'enceinte de la zone de défense numéro 1. Suivez plutôt.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. C'est une cérémonie pleine d'émotions et de chagrin ce vendredi dans l'enceinte de la zone de défense numéro 1. Les officiers généraux et supérieurs, les sous-officiers et hommes des rangs des forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le ministre de la Défense nationale Kalla Moutari, ils se sont tous retrouvés ce vendredi à la place d'armes de la zone de défense pour prier et implorer Dieu pour le repos des âmes des éléments des forces de défense et de sécurité du Niger tombés sur les champs d'honneur, notamment à l'est du Niger, dans la région de Difa, déstabilisés par les attaques de Boko Haram, et dans les régions de Tillabéri et Tawa qui font face également aux attaques terroristes. Entre le 22 février et le 6 mars dernier, au moins 21 soldats nigériens ont été tués au cours des attaques terroristes à Tilwa et à Wanzarbe, c'est dans la région de Tillabéri. Ainsi, la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie ouest et nord-ouest du Niger, notamment dans la région de Tillabéri et de Tawa, a amené le gouvernement nigérien de décréter l'état d'urgence dans certaines localités. Il s'agit de Walam, Ayeru, Bankilare, Abala, Bani Bongo dans la région de Tillabéri et Tassara et Tilia dans celle de Tawa. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, élargie aux autres scolaires de la capitale, ont aussi rendu un hommage ce matin à leur collègue Tahirou Harouna, tué et décédé, donc, vous le savez, il y a 23 ans de cela. C'était le 10 mars 1994 au cours d'une manifestation. Ils étaient nombreux ce matin à se recueillir sur la tombe de leur collègue pour prier pour le repos de son âme. Faisons le point avec Abdelrazak Hamidou et Chebou Guissou. C'était le 10 mars 1994 que Tahirou Harouna perdait tragiquement la vie, suite à un affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. 23 ans plus tard, ses camarades se souviennent encore. Gloire à nos martyrs, nous voilà aussi au cimetière pour rendre hommage à notre cher camarade Tahirou Harouna, qui a été assassiné le 10 mars 1994. C'était un jeudi, lorsque le gouvernement a refusé d'accéder aux revendications des étudiants, dont le point essentiel à cette revendication est le rejet pur et simple du programme d'ajustement structurel, qui demande à nos vaillantes populations de payer ou de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Il y a aussi le rejet du projet Éducation 3, qui, si vous vous souvenez, parlait de double vacation. Par la suite, ça a évolué avec double flux, avec tout ce qu'il comportait sous l'instigation des anciens de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui demandent une diminution drastique des ressources allouées à l'éducation. Un autre point aussi, c'est le paiement sans condition de 6 mois d'arrêt de bourse des étudiants et aussi le paiement sans condition de la bourse d'équipement qui n'existe pas aujourd'hui. C'est en militant pour leurs droits que les étudiants de l'université avaient été pris d'assaut par la police anti-émeute et un tir tendu de grenades lacrymogènes arrivait à la tête de Tahirou Harouna qui s'écroula. Après le recueillement sous sa tombe au cimetière de Yantala, les étudiants se sont rendus à l'université Abdou Moumouni à la place Tahirou Harouna où une fatia a été dite. La douleur est toujours aussi présente et la lutte pour de meilleures conditions de vie plus que jamais en avant. Le camarade Tahirou Harouna a rejoint tout simplement la liste des martyrs multiples que l'ISN de façon générale et l'INON en particulier avait à connaître. Nous avons par conséquent en tant que génération actuelle un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance envers les anciens cadres, envers ces camarades-là qui avaient accepté de donner ce qu'ils avaient de plus cher, notamment leur vie, pour qu'aujourd'hui nous étudions dans des conditions beaucoup plus acceptables. Et nous avons un devoir de reconnaissance dans la mesure où c'est des fruits de combat qu'avaient mené ces grands frères-là que d'abord la démocratie même avait été installée dans ces pays. Mais malheureusement,
le premier régime démocratico-civil qui a été mis en place suite au combat qu'avaient mené les scolaires, notamment le régime de l'AFC, ce que nous appelons l'alliance des forces de la confusion. Parce que vous vous rappelez, au lieu de s'atteler à pouvoir gérer les problèmes économiques, les problèmes sociaux qui se posaient effectivement au pays à l'époque, le régime ousmanien a créé les conditions de pouvoir accepter le programme d'ajustement structurel qui était une pierre au cou à un certain nombre de secteurs, dont les secteurs de l'éducation et de la santé, et également les secteurs clés de l'économie comme l'agriculture et l'élevage. Ainsi, Tahirou Harouna rejoint entre autres Issa Kakaine, Mamman Sagirou ou encore Aliona Hanti, tous étudiants tombés en réclamant ce qui leur revient de droit. Direction Kouré, à présent c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri, où un grand prêche a été organisé ce vendredi, jour saint de l'islam. Objectif est de rappeler les Nigériens aux Nigériens que l'islam est cette religion qui prône la paix et le Niger et les Nigériens en ont besoin pour leur épanouissement. Nasser Antofo et Nasser Seydou pour le compte rendu. C'est au vu des multiples attaques terroristes qui font l'objet depuis un certain temps nos forces de défense et de sécurité dans certaines zones du pays que sous l'initiative de l'honorable Amiro Mohamed Sidikou, chef de canton de Kouré, que ce grand prêche est organisé, regroupant tous les imams du canton de Kouré de la communauté Tijania, parce que convaincus que l'islam reste et demeure le seul remède approprié à cette insécurité grandissante. Nous sommes déjà donné l'engagement. Déjà, c'est des prières que nous faisons régulièrement. Mais là, on a essayé d'intensifier, vu nos gendarmes qui tombent, prier pour le repos de nos soldats perdus et prier le Seigneur pour que la miséricorde, la paix descende sur le Niger. Donc l'objectif principal, c'est ça. Et les séances de prêche qui suivront, c'est vraiment pour attirer l'attention aussi des fidèles sur le comportement du bon musulman. Parce que être musulman, c'est pas un mot, c'est un comportement. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Leur demander de continuer les prières pour le Niger. Il ne faut pas qu'après cette séance de prière, qu'on se dise non, c'est fini, on range. Non, c'est de leur demander, je leur demande très vivement de continuer, chacun à son niveau, chacun dans sa maison, dans sa mosquée, de prier pour le Niger. Parce que nous n'avons rien d'autre en commun. Tout ce qui nous reste, c'est le Niger. Faisons tout pour le sauvegarder. Si les prédécesseurs ont tout fait pour le maintenir pour nous, je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de prier Dieu, par nos actes aussi, de poser des actes positifs pour la prospérité de ce pays. Plusieurs invités de marque ont répondu présents à cette grande festivité religieuse, parmi lesquels le préfet de Kolo. Vous voyez quotidiennement, c'est des tueries gratuites. Au nom de quoi? Pas au nom de l'islam. Tout le monde sait que c'est pas au nom de l'islam. Et on dit qui? On ne dit pas qu'on est musulman parce qu'on tue dans les mosquées. On a vu. On a vu au nom de l'islam des gens tuer des musulmans en train de faire leur nafila en plein mois de Ramadan. On a vu des gens tuer au nom de l'islam, faire exploser des bombes à l'intérieur des mosquées lors des prières de vendredi. Donc au nom de quoi ces gens-là tuent? Ils expliquent à manger, parce qu'on peut dire que les animaux tuent pour manger. Et ils tuent pourquoi? C'est pourquoi je dis aujourd'hui les animaux sont plus intelligents que nous. Et c'est très grave ce qui se passe pour nous. C'est pourquoi c'est nécessaire d'organiser ces prières-là. Ainsi, prières, fatia et prêches seront multipliées. Point de presse ce matin de l'Alliance pour la paix et la République APR au siège du MNSD Nassara. 3 points ont été développés par Ousseini Salatou, notamment la sécurité, l'affaire de 200 milliards de francs CFA ou encore le boycott de la réunion du CNDP par les non-affiliés. Suivez plutôt. L'Alliance pour la paix et la République, APR, la nouvelle alliance qui soutient les actions du président de la République, est sortie de son silence relativement à l'affaire des 200 milliards de francs CFA. L'APR salue les décisions des députés
de demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Nous avons appris que l'opposition a déposé une enquête parlementaire. C'est son rôle, c'est très bien. Mais c'est aussi avec beaucoup de gens parce que les gens avaient la main sur le cœur. Est-ce que la majorité va accepter? Donc c'est avec beaucoup de gens aussi que nous avons appris que l'opposition et la majorité a accepté cette requête d'enquête parlementaire. Nous estimons que c'est une bonne chose. Nous laissons donc vraiment que le Parlement va jouer son rôle. Nous n'avons pas le droit d'incriminer X, nous n'avons pas aussi le droit de dire que autrement. Mais à partir du moment où il y a cette enquête parlementaire, moi je dis que c'est une bonne chose. Au niveau des parlementaires, ils ont dit qu'ils encouragent le gouvernement et le président de la République à continuer dans l'œuvre d'assainissement. Tout ce que nous demandons, c'est que les choses soient faites conformément à la loi. Autre sujet abordé par l'APR, c'est la présence des forces étrangères au Niger. Pour l'APR, ces forces doivent aider véritablement le Niger dans la guerre contre les terroristes. Nous avons un pays très vaste, un pays difficile à contrôler, malgré les différents dispositifs de contrôle de brigades mixtes qui ont été mis en place, qui travaillent nuit et jour pour faire face à l'ennemi. Alors, il faut bien l'avouer. Il faut avoir le courage de l'avouer. La coopération militaire n'a de sens que si elle est opérationnelle et bénéfique. C'est-à-dire, si ces différents dispositifs militaires qui sont au Niger doivent d'une part empêcher ou tout au moins rendre périlleuse les auteurs de ces attaques contre notre pays. D'autre part, ils doivent rendre difficile à tout assaillant la possibilité de fuir pour les mettre à la disposition de la justice. Les bases militaires pour nous, en matière de défense et de sécurité, doivent offrir à notre pays et en général à l'armée tous les renseignements stratégiques et tactiques permettant de minimiser les attaques de ce rôle de la loi. L'APR a également fustigé le comportement des partis non affiliés qui ont boycotté la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique, CNDP. Justement, par rapport au boycott donc, de la réunion du CNDP par les non-affiliés, resté donc, sur la télévision Labari à poursuivre en partie magazine Hussein Salatou par rapport à cette question. Rendez-vous donc à la fin de ce journal-là. Le siège du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a servi de cadre cet après-midi à une conférence débat animée par le GREN et le ROTAB autour du thème enjeux et défis de l'exploitation pétrolière au Niger. Une rencontre d'échange qui a été rendue possible grâce au soutien de Suisse Aid. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Il s'agit là pour les deux organisations de la société civile nigérienne ayant fait de la transparence dans les industries extractives leur cheval de bataille, à savoir le GREN et le ROTAB, d'échanger à travers ce cadre sur les enjeux et défis de l'exploitation pétrolière du Niger. Une rencontre au cours de laquelle les différents conférenciers ont entretenu l'assistance sur plusieurs aspects relatifs à la problématique de l'exploitation pétrolière du Niger. L'exploitation du pétrole se fait à deux niveaux. Vous avez la CNPC qui a la responsabilité de le faire sur les blocs et de pouvoir le mettre sur le marché. Et vous avez la SORAS qui est une autre, ce qu'on appelle l'aval. La question aval de comment on l'appelle, de l'exploitation du pétrole, donc qui fait le raffinage et qui le commercialise. Et à travers la question de commercialisation, on parle aussi de la question du prix. Hier, nous n'étions pas exploitants du pétrole, nous le consommions moins cher. Aujourd'hui, nous sommes exploiteurs du pétrole et nous le consommons moins cher. Un autre aspect de la question qui dit exploitation du pétrole dit un certain nombre de conséquences liées donc aux populations qui sont riveraines de ce milieu de l'exploitation. Là où on nous a beaucoup plus aussi fait un bébé dans le dos, c'est le fait que le Niger ait accepté les coûts de réalisation de la SORAS et de la CNPC. On va continuer à porter ce fardeau jusqu'à la fin de l'exploitation. Les Chinois ont été très malins, ils ont mis le prix qu'ils veulent. Et à un moment, on a même entendu que c'est une ancienne raffinerie d'un pays qui a été démontée pour être placée au Niger. Et on l'a accepté comme tel. Et même dans le cadre de l'étude
d'impact environnemental. C'est une étude du Soudan. Ils ont fait du Google Translate qu'ils ont amené au début pour pouvoir faire valider au Niger. Aujourd'hui, dans une région comme Zender, où on sait que le problème de l'eau reste et demeure, on a fait une raffinerie sans accompagnement. Parce que la raffinerie n'a pas contribué à éradiquer le problème de l'eau à Zender. Aujourd'hui, quand même, au stade actuel, on est en passe de se demander est-ce que nous ne sommes pas dans la malédiction des ressources avec le pétrole nigérien. Pour la coordinatrice du grain, c'est un scandale qu'en 5 années d'exploitation, le Niger et les Nigériens ne puissent bénéficier de la manne pétrolière. Elle s'appuie d'ailleurs sur un rapport d'une institution de la République pour éclairer davantage les concitoyens sur cette situation. La Cour des comptes avait sorti un rapport pour dire ceci. Premièrement, que ce que nous avons toujours affirmé, moi j'ai été fier le jour où j'ai suivi le rapport de la Cour des comptes parce que ils ont dit en 2 points ceci. Premièrement, le Niger ne profite pas de l'exploitation des industries extractives. Et ils ont fait une comparaison entre les taxes que nous percevons et les exonérations que nous faisons. Tout ce que nous percevons faisait 17 milliards et quelques. Les exonérations faisaient 10 milliards et quelques. Comparez vous-même pour voir où est le bénéfice. La deuxième chose, ils ont dit que les agents des différents ministères qui devaient s'occuper des activités liées aux industries extractives ne sont pas qualifiés dans le cadre de la fiscalité pour faire la mobilisation des fonds. Et un exemple frappant qu'ils ont donné, c'est le fait que les fonds liés à la formation des agents, qui est obligatoire pour chaque compagnie, n'est pas mobilisé. C'est un scandale. C'est un scandale. La Constitution le dit. Le code minier, le code pétrolier le dit. Chaque compagnie a le devoir de verser chaque année 10 millions pour la formation des agents. C'est pas fait. Et en plus du fait que c'est pas fait, normalement chaque fois qu'il y a une obligation à faire et qu'une compagnie n'arrive pas à remplir cette obligation, les agents devraient pénaliser. Donc non seulement on a perdu le premier qui est les frais de formation, mais on n'arrive pas non plus à faire en sorte que les compagnies soient pénalisées pour qu'on puisse engranger davantage et pour que les agents soient formés. Ça c'est un scandale, ça doit cesser. À noter que plusieurs intervenants ont pris la parole pour apporter à leur tour des contributions afin de mieux cerner le thème objet de cette rencontre de la synergie Grain-Rotab. Encore une révélation faite par l'hebdomadaire nigérien d'information générale, le Courrier d'hier jeudi. C'est la vente des permis de recherche minière à la société Savannah. Le Courrier a parlé d'un écart de près de 3 milliards de francs CFA dans la vente de 2 permis. Suivez plutôt. C'était en 2014 que Savannah avait décroché 2 permis de recherche R1 et R2 sur le site d'Agadem. Selon le journal Le Courrier, elle verse par le canal de Cobank à Nigeria la somme de 38 millions de dollars, soit à 19 milliards de francs CFA en raison de 500 francs. Or, poursuit le journal, il se trouve que de ce montant, seuls les 16 milliards 290 650 805 francs CFA ont été effectivement versés dans le compte de l'État, soit un écart de près de 3 milliards de francs CFA dont on ignore la destination. En confrontant l'ordre de virement bancaire et le 7e rapport de l'ITE portant sur l'exercice fiscal 2014, il est aisé de constater cet écart flagrant entre ce qui a été effectivement payé par la société Savannah et ce qui a été déclaré reçu. L'écart énorme porte à près de 3 milliards de francs CFA, précise le Courrier, qui a cherché à savoir où est donc passé ce magot. Pour le Courrier, il est fort probable que les milliards disparus aient pris d'autres destinations malheureusement. Le journal qui a publié un fac-similé du document de virement craint fort que cette affaire qui pourrait cacher bien d'autres affaires du genre vienne se greffer au chapelet interminable de scandales à milliards qui scandent la gouvernance de Mohamed Issoufou, note le Courrier. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré au point de presse animé ce matin par l'Alliance pour la paix et la République APR.
3 points ont été développés au cours de ce point de presse. Il s'agit notamment de la sécurité de l'affaire de 5 milliards de francs CFA ou encore du boycott de la réunion du CNDP par les non-affiliés. Justement, relativement à ce point de presse, relativement à ce dernier point, le porte-parole donc de l'APR s'est apporté ses précisions. Très bonne réception. J'aimerais rappeler que la première réunion du CNDP sur la première mandature, en 2011, a été convoquée à l'initiative du groupe de l'opposition. Cette réunion aussi de cette année, de cette deuxième mandature, a été convoquée sur l'initiative de l'opposition. Mais comment se font les convocations du CNDP? Permettez-moi de revisiter les textes avec vous, 2-3 articles très importants. D'abord, la composition du CNDP, il est composé de partis politiques légalement reconnus. Chaque parti est représenté par son leader ou un représentant. Le gouvernement est représenté par le Premier ministre qui peut, en cas d'absence, désigner un ministre. Ça, c'est en ce qui concerne la composition. Maintenant, le fonctionnement. On dit que le Conseil national de dialogue politique est placé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, assisté du chef de la majorité et du chef de l'opposition. Le chef de la majorité et de l'opposition. L'article 7 précise que le président, c'est-à-dire le Premier ministre, assisté du chef de la majorité et du chef de l'opposition, est chargé de convoquer et préparer les réunions du CNDP. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions issues des réunions du Conseil national du dialogue politique. Et ces réunions du CNDP, comment elles doivent se faire? L'article 9 le précise. Le Conseil se réunit en session ordinaire avant chaque session ordinaire de l'Assemblée nationale. Mais il est aussi convoqué en session extraordinaire à la demande écrite et motivée, soit des partis politiques de la majorité, soit des partis politiques de l'opposition, soit des non-affiliés, ou au moins un quart des partis politiques légalement reconnus. Nous avons entendu certains dire que le Premier ministre n'avait pas convoqué la réunion du CNDP en les consultant. Il faut dire qu'il n'y a pas de consultation préalable. La seule consultation, c'est quoi? Quand une partie ou le Premier ministre convoque une réunion du CNDP, il envoie des correspondances avec l'ordre du jour. Les partis ont deux latitudes. Soit de demander rapidement au Premier ministre un report de la session parce que nous ne sommes pas prêts, surtout s'il y a des documents examinés, soit d'ajouter des points à l'ordre du jour, de faire des propositions, d'ajouter des points du projet de l'ordre du jour. Parce que le Premier ministre même ne propose qu'un projet d'ordre du jour. C'est dans la salle que l'ordre du jour est examiné et certains points peuvent être enlevés. Et cette consultation dont les gens parlaient, c'est ça seulement. C'est l'envoi de correspondances aux groupes concernés. Et ils réagissent. Si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le point de l'ordre du jour. Et la session d'octobre qui a été convoquée, elle a été convoquée à la veille parce qu'il y a une session d'octobre, conformément au texte qui dit qu'une session ordinaire doit être convoquée. Et c'est le MNSD qui a fait la proposition dans une correspondance écrite le 20 septembre au Premier ministre président du CNDP, convocation d'une session ordinaire du CNDP. C'est comme ça qu'est libérée la lettre du MNSD, parce que nous sommes à la veille d'une session ordinaire. Et ils disent qu'en prélude de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui aura lieu bientôt, j'ai le plaisir de vous rappeler que le décret portant création du CNDP prévoit à son article 9 la convocation d'une réunion en session ordinaire du CNDP, afin de se conformer au dit décret et ce qui a été convenu lors des réunions antérieures du CNDP, je vous serai gré des dispositions que vous devrez bien prendre pour que la session se tienne avant la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et en même temps, il propose un ordre du jour, 1. Chronogramme de l'élaboration du fichier électoral biométrique, 2. Chronogramme des élections locales, 3. La refonte des textes. Le Premier ministre va répondre en octobre. Septembre, octobre, il va répondre et il va envoyer une correspondance à tous les partis pour leur dire qu'il y a une réunion du CNDP relativement aux élections locales, comme le MNSD l'a demandé. Donc je disais, tel qu'il l'a fait, rapidement, tous les partis doivent réagir. À la date indiquée, on s'est présenté dans la salle de réunion. Et normalement, si les partis réagissent, le Premier ministre doit rapidement aussi informer les partis que tel ou tel bord, tel ou tel groupe ont réagi, voilà ce qu'ils ont demandé. Il peut aussi le faire ensemble.
Donc, en tout cas, à notre connaissance, jusqu'à ce que nous sommes entrés dans la salle, il n'y a eu aucune réaction. C'est dans la salle que nous avons vu nos camarades de non-affiliés. Ils ont demandé de se concerter, ils sont partis. Ils sont revenus pour dire qu'eux ne peuvent pas assister à la réunion du CNDP parce que l'opposition n'est pas là. C'est leur droit. Ils sont sortis. C'est ensuite que le Premier ministre nous a dit, il y a quelques heures de cela, il a eu une correspondance de l'opposition qui a dit qu'elle ne participera pas parce que la réunion n'a pas été convoquée conformément au texte du CNDP et n'ont pas été consultés. Sur la base des textes et sur la base de ce que les partis ont fait la demande et sur la base de l'action du Premier ministre, est-ce que le CNDP a été convoqué conformément au texte ou non? En tout cas, voilà ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, cette réunion-là s'est tenue après un échange sur l'opportunité. Est-ce qu'il faut la continuer ou bien reporter sur la demande de l'opposition? Les gens ont dit que non. Regardons le texte. Est-ce que la réunion a été convoquée conformément au texte? Les gens ont dit, là, ça a été convoqué. Donc, il faut continuer. Mais, on a dit au Premier ministre, prenez langue avec l'opposition pour qu'ils reviennent dans la salle. La réunion a été faite et la réunion portait sur le report des élections locales. Vous rappelez-vous d'un débat que nous avons eu lorsque nous étions à l'opposition? Est-ce que c'est les élections locales qui doivent commencer avant les présidentielles ou les présidentielles? Il y a eu un vif débat. Nous avons dit en ce temps que ce sont les élections locales qui doivent commencer en février, donc avant les élections présidentielles et législatives, parce que le mandat de conseil commence avec leur élection. La majorité de l'époque nous a dit que non, le mandat de conseil commence avec, comment on appelle ça, la mise en place des conseils. Ce débat nous a divisés et vous rappelez-vous que le CNDP n'a pas pu trancher, on a laissé la patate chaude dans les mains de la CENI, qui a tranché, qui a dit que non, le mandat de conseiller commence avec la mise en place. Ce qui fait que si c'était nous qu'on avait suivi, c'était les élections de février qui allaient consacrer les élections locales, avant les présidentielles. Mais comme c'est l'autre vote qu'ils ont suivi, ce sont les élections qui ont été reportées en juin. Il a fallu après que le Conseil d'État, que nous avons demandé de saisir au cours d'une réunion du CNDP 30 pour dire que non, le mandat de conseil commence avec la proclamation des résultats. Donc normalement, ça devait se finir en février. Mais le mal est déjà fait. Quelle est la solution qui restait? Il fallait reporter les élections. Et c'est dit dans le code des collectivités territoriales. Et les élections ont été reportées de 6 mois. Mais malgré le report des élections, on s'est rendu à l'évidence que tous les partis n'étaient pas prêts. Les gens n'ont pas fait le dossier parce que les résultats qui ont été reportés devaient se passer en janvier. On est arrivé en octobre. Dans 2 ou 3 semaines, il va y avoir la clôture du dépôt du dossier. Les gens n'étaient pas prêts. C'est la vérité. J'ai dit on a un devoir de vérité. Il n'y a pas un parti qui dit qu'il est prêt. Les gens n'ont pas d'argent. Et comme le dialogue politique est fait pour résoudre des problèmes électoraux, les gens ont jugé utile de se rencontrer pour, comment on appelle ça, prendre une décision. C'est ainsi qu'au cours de cette réunion du CNDP du 4 octobre, il a été décidé du report des élections locales. Mais le temps n'a pas été défini. Et surtout, quel est le sort qui doit être réservé, et comment on appelle ça, aux conseillers? On ne l'a pas tranché. Il y a eu des spéculations et on a dit, bon, il faut laisser la latitude au ministère de l'Intérieur de revisiter les textes et de dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les conseillers et les maires élus. Le ministère de l'Intérieur est venu avec une proposition qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire que s'il n'y a pas eu des élections locales, ce n'est pas du fait des partis, ni du fait des maires. Alors, 3 options s'offrent à la classe politique. C'était à la réunion du 6 octobre, à laquelle aussi l'opposition et les non-affiliés ne sont pas venus naturellement. La première option, c'est l'application des articles 23 et 98 de l'ordonnance portant Code général de collectivité. Et qu'est-ce que cette disposition prévoit? Elle prévoit une prorogation des mandats des élus locaux. C'est la première option. La seconde option était l'application de l'article 170 et autres de la même ordonnance qui prévoit des délégations spéciales. Et la troisième option, c'est la nomination des administrateurs délégués. Cette disposition n'est pas prévue, ce cas-là n'est pas prévu par les textes. Voilà les points qui ont été évoqués.
Et on a demandé à la classe politique de se prononcer. Après des discussions et des éclaircissements, après vraiment de la confrontation des idées, certains étaient pour telle ou telle option, mais il se trouve que la ministre déléguée de l'époque, la ministre déléguée à la décentralisation, a eu à faire une très belle intervention pour dire que nous sommes État. Mais il faut reconnaître que les collectivités, les mairies ne sont pas financées par l'État. L'État a une quote-part à leur donner, mais en réalité, l'État ne les donne pas. Ce sont les partenaires qui financent les collectivités. Or, pour les partenaires, si vous mettez des administrateurs délégués, ça veut dire que nous sommes dans une période de transition. Eux, ils ne vont pas financer. Et elle aimerait attirer l'attention des camarades par rapport à ce point. Et le ministre Bazoum était intervenu pour appuyer, pour dire que lui, il pense sincèrement qu'il y a énormément de problèmes. Nous avons des problèmes internes, des problèmes sociaux. Nous avons aussi des problèmes sur les frontières. Il n'est pas nécessaire de créer d'autres problèmes. Il pense qu'il faut laisser à l'État les communes reporter. Parce que si on dit qu'on va nommer des administrateurs délégués, alors les partis qui ont des administrateurs délégués, qui ne sont pas de la majorité, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va diviser proportionnellement au nombre de délégués pour les donner des administrateurs délégués? On a dit non. Il faut être réaliste. C'est pour le Niger. Donc la solution qui a finalement prévalu, c'était la première option qui consistait à l'application de l'article 23 et 98 portant code des collectivités et qui prévoit une prorogation des mandats des élus locaux. Comme ça, tous les partis ont leur maire, ils sont là. Et on va renouveler 6 mois. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette période? Ce que vous rappelez des débats par rapport au fichier électoral biométrique, qui nous a divisés aussi. Quand on était à l'opposition, nous, on a voulu un fichier électoral biométrique. Il se trouvait que, en ce temps-là, le CNDP fonctionnait de manière artisanale, il faut le rappeler, c'est vrai. Parce que les ordres du jour ne sont pas respectés comme cela se doit. Et les partis avaient des problèmes, il y a des bicéphalismes au niveau des têtes des partis, il y avait énormément de problèmes qui justifiaient notre absence, nos retraits au niveau du CNDP. Et une fois quand on s'est retiré pendant un mois, la proposition du fichier biométrique a été délaissée pour revenir au fichier classique. Quand on était revenu, on était mis devant ce fait accompli. Bref, avec les élections passées, on a pu faire les élections qu'avec un fichier classique. Mais tout le monde a remarqué les limites de ce fichier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un fichier? Toutes les cartes ont été achetées. Alors, est-ce qu'on peut véritablement aller aux élections avec ce fichier? Nous avons vu la bavure, les incohérences dans ce fichier. Les gens ont dit, bon, à partir du moment où nous reportons les élections locales, il faut profiter pour toiletter ces fichiers. Surtout que le NDI, le PNUD et l'OIF, en rapport avec les partis politiques, ont fait l'évaluation du processus électoral et tous, à l'unanimité, on était tombés d'accord qu'il y a un toilettage des textes. Le problème des mandats, des délais, même au niveau de la Constitution, où nous nous disons que non, c'est 21 jours pleins pour la seconde campagne. Les autres disent non. Rappelez de tous ces débats-là. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Les gens disent donc, profitons de ce temps-là qui nous a donné, c'est une chance. Nous allons faire un fichier électoral biométrique, nous allons mettre une CENI professionnelle, c'est-à-dire une CENI permanente, et nous allons toiletter les textes. Et cela, pour combien de période, les gens ont dit, dans 2 ans. Et c'est avec ce nouveau fichier biométrique que nous allons faire les élections locales. C'est un texte pour voir ses limites, afin de corriger avant 2021 pour avoir un bon fichier, avoir des élections apaisées, libres et démocratiques. C'est l'option qui a été retenue au cours de cette réunion. Mais en même temps, il a été proposé de mettre en place 2 comités, justement par rapport aux comités. C'est une recommandation du CNDP qui a dit qu'il faut mettre en place 2 comités. Un comité du ministère de l'Intérieur, ce sont eux les techniciens, qui vont faire le toilettage de tous ces textes-là, le code électoral, les lois électorales par rapport à la Constitution et d'autres lois. Et un autre comité, sous la supervision du CNDP, composé des partis politiques et des techniciens du ministère de l'Intérieur. Malheureusement, si vous vous rappelez, lorsque le comité du ministère de l'Intérieur a été mis en place, il y a eu une certaine incompréhension, parce que le ministre de l'Intérieur avait dans ce comité une petite maladresse en parlant de la révision de la Constitution. C'était les délais. Un certain nombre de 2 ou 3 articles qui considèrent les délais. Quand est-ce que les élections présidentielles vont commencer? Quand est-ce qu'elles doivent terminer?
etc., etc. Le débat qui a été vif pendant les élections. Et l'autre erreur, c'est qu'il a mis les partis politiques. Ce qui a mené l'opposition à réagir, c'est tout à fait normal parce que les partis politiques ne doivent pas être dans cette commission. Donc, le Premier ministre a demandé d'enlever les partis politiques et de rectifier. Ce n'est pas une révision de la Constitution, mais c'est une révision des lois électorales. Ce qui a été fait. Le comité, donc c'est le comité là, est formé uniquement des techniciens du ministère de l'Intérieur. Ils ont fini leur travail. Quand ils ont fini leur travail, ils ont remis le document au CNDP, au président du CNDP. Conformément à la recommandation du CNDP, il doit mettre en place un comité. Nous avons entendu certains dire que le Premier ministre n'a pas le droit de faire un comité. S'il vous plaît. Le texte le dit, c'est lui qui doit mettre en œuvre les recommandations du CNDP. Il a créé ce comité formé de qui? 3 de l'opposition, 3 de la majorité, 1 des non-affiliés, des personnes ressources et les techniciens qui ont élaboré les textes en amont. Moi, j'étais dans le comité, mais en tant que personne ressource, parce que le comité peut faire appel à des personnes ressources. Alors, 2 correspondances arrivent. Une de l'opposition, une de non-affiliés. L'opposition dit qu'elle ne vient pas dans ce comité parce que les travaux entre elles ne l'engagent pas. Et puis, il faudrait d'abord amender, examiner, adopter le règlement intérieur du CNDP. Justement par rapport à ce règlement intérieur. Le CNDP n'a jamais fonctionné sur le règlement intérieur. Pendant 10 ans, en tout cas sous la mandature de Tanja, et pendant 3 ans sous la mandature de Youssoufou. C'est après que les gens ont jugé utile de faire le règlement intérieur. Et qu'est-ce qui motivait cela? En réalité, 2 raisons. C'était surtout les non-affiliés qui voulaient un règlement intérieur. L'opposition a ce droit, la majorité a ce droit. Mais nous sommes convaincus que, aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau de la majorité, certains estiment que non, le CNDP ne sert à rien, notamment des acteurs de la société civile. Mais faites très attention, nous estimons que des pays sont venus s'inspirer de notre expérience. C'est dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est bon, c'est magnifique, et il faut le pérenniser. Pour la petite histoire, moi je sais que je fais partie de ceux qui ont préparé la première réunion du CNDP. Et à ce temps aussi, il y avait 3 groupes. La majorité, l'opposition et les non-affiliés. Et moi j'étais dans le lot de non-affiliés. On était 3 seulement. 3 dans les non-affiliés. IPS Imani, RSD Gaskia et Mouna Farhan. Donc je pense qu'il faut pérenniser vraiment ce travail-là. Je pense qu'il faut aider les Nigériens et les mettre à l'abri, en tout cas de certains commentaires qui n'apportent rien de nouveau par rapport à notre pays. Il faut dialoguer. Le dialogue est nécessaire. Ce qui différencie les hommes et les animaux, c'est vraiment le langage, c'est le dialogue. Quand nous dialoguons, nous pensons que nous pouvons véritablement trouver une solution.